une jeune femme a été retrouvée morte sur le sol de son propre appartement. La police a ouvert une enquête et a immédiatement découvert plusieurs faits très alarmants. Il s'est avéré que les résidents de cet immeuble avaient depuis longtemps remarqué quelque chose d'étrange et vivaient dans la peur. Au cours de l'enquête, les enquêteurs ont découvert des détails de plus en plus horribles jusqu'à ce qu'ils parviennent enfin à une vérité inattendue, mais ce n'était que le début. Stephanie Bennett est née le 30 août 1979 dans la petite ville américaine de Rocky Mount, en Virginie. Quand elle était petite, ses parents ont divorcé et Stephanie est restée avec sa mère. Cependant, leur père vivait près de leur maison et la jeune femme continuait à le voir presque tous les jours. Plus tard, son père s'est remarié et Stephanie a eu une demi-sœur nommée Diana. Après l'école, Stephanie s'est inscrite au Roanoke College, situé à 350 km de chez elle. Durant sa dernière année, elle a rencontré un garçon nommé Walter et ils ont rapidement commencé à sortir ensemble. Après leurs études, le couple a déménagé dans différentes villes, mais ils sont restés ensemble. Stephanie s'est installée dans la ville de Raleigh, en Caroline du Nord, avec sa demi-sœur Diana et leur amie commune Emily. Toutes les trois ont loué un appartement dans le complexe résidentiel de Bridgeport, situé dans une zone calme et paisible en périphérie de la ville. La jeune femme a trouvé un emploi chez IBM, tandis que son petit ami a déménagé à Greenville, en Caroline du Sud, pour obtenir un diplôme d'ingénieur. Stephanie a vécu à Raleigh pendant environ 1 an. À ce moment-là, elle, sa sœur et son ami prévoyaient de déménager dans différentes villes. La jeune femme, âgée de seulement 23 ans à l'époque, prévoyait de déménager à Greenville pour être avec son petit ami, et le couple avait déjà commencé à chercher un logement à louer. En mai, Stephanie s'est rendue à Greenville, où elle et Walter ont visité plusieurs appartements et ont choisi une option adaptée à la location. Lorsqu'elle est rentrée à Raleigh, ses amis et sa sœur n'étaient plus dans l'appartement. Emily avait déménagé dans une autre ville et Diana était partie pour quelques jours pour assister à des funérailles. Le soir du 20 mai, Stephanie est rentrée chez elle après le travail et a parlé à Walter au téléphone. Son petit ami prévoyait de lui envoyer un contrat de location par fax pour qu'elle puisse le signer. Ils ont convenu qu'il l'enverrait le lendemain, quand elle pourrait utiliser l'ordinateur de son travail. Le lendemain, Walter a essayé de la joindre, mais Stephanie n'a répondu ni à son téléphone professionnel ni à son téléphone personnel. Il a alors appelé sa sœur Diana, qui a contacté les collègues de Stephanie. Il s'est avéré que Stephanie n'était pas venue travailler ce jour-là, ce qui était très inhabituel. Stephanie était toujours responsable et aurait informé son patron si elle était malade. De plus, si elle était chez elle malade, elle aurait répondu au téléphone. Diana a demandé à son ami de se rendre à leur appartement et de vérifier si tout allait bien. Personne n'a répondu quand ils ont frappé à la porte. Alors, Diana a demandé au responsable de l'appartement d'ouvrir la porte avec une clé de rechange. Dès que l'homme est entré dans l'appartement, il a vu une scène horrible. Stephanie gisait sans vie sur le sol de la pièce, nue et avec des marques sur le cou. Le responsable a immédiatement appelé la police. Les enquêteurs ont retrouvé les documents de Stephanie et ont confirmé que la défunte était bien elle grâce à une photo. Sur le couvercle du panier à linge, qui se trouvait sous la fenêtre de la chambre d'Emily, les enquêteurs ont remarqué des feuilles et ont conclu que le tueur avait peut-être pénétré dans l'appartement par la fenêtre. Ils ont également découvert que le téléphone fixe était dans le placard de la chambre d'Emily et que le câble avait été coupé. Apparemment, le coupable s'y cachait et a pris le téléphone avec lui pour que Stephanie ne puisse pas l'utiliser. Après avoir parlé à Diana, la police a constaté que plusieurs objets avaient disparu de l'appartement. L'auteur a pris $8 dans le portefeuille de Stephanie, 2 magnétophones et le panier à linge qui se trouvait dans la chambre de Stephanie. Il semble qu'il ait mis les objets volés dans le panier. Les experts ont trouvé du sperme sur le corps de la victime et ont extrait un échantillon d'ADN, mais celui-ci ne figurait pas dans la base de données du FBI. Ils ont également déterminé que la cause du décès était la strangulation. Il est intéressant de noter que l'auteur du crime a emporté l'objet avec lequel il a tué la victime, car la police ne l'a pas trouvé dans l'appartement. Entre-temps, les enquêteurs ont interrogé tous les résidents du complexe, dans l'espoir que quelqu'un ait pu voir le tueur. Au cours de ces conversations, la police a appris qu'il se passait quelque chose d'étrange dans le complexe résidentiel depuis plusieurs mois. Les habitants remarquaient régulièrement que quelqu'un les épiait à travers les fenêtres de leurs appartements. Ils s'en plaignaient au gérant, mais ce dernier ne parvenait pas à trouver la personne en question. Il est intéressant de noter qu'au moins une fois, cette personne a été vue à la fenêtre de Stephanie. En outre, il y a plusieurs mois, un inconnu a agressé une jeune femme qui allait courir près du lac situé à proximité du complexe. Après cet incident, Stephanie avait peur de rester seule dans cet appartement et voulait déménager à Greenwell dès que possible. Les détectives ont étudié les environs du complexe et ont découvert quelque chose d'étrange dans les buissons,
ils ont trouvé des dizaines de sous-vêtements féminins qui, comme il s'est avéré par la suite, appartenaient à Stephanie. La police pensait que le tueur les avait sortis de l'appartement, puis, pour une raison quelconque, les avait jetés dans les buissons. Cependant, cette version a rapidement été réfutée. Il s'est avéré qu'un adolescent vivant dans l'appartement voisin se glissait régulièrement dans la chambre de Stephanie et lui volait ses sous-vêtements, qu'il jetait ensuite dans les buissons. Il l'a admis lorsque les enquêteurs ont interrogé tous les résidents, mais il a nié son implication dans le meurtre. Son échantillon d'ADN a été prélevé et n'a pas correspondu à l'échantillon obtenu à partir du sperme du tueur. C'est pourquoi il n'a plus été soupçonné du crime. La police pensait que le candidat le plus évident pour le rôle du tueur était le même homme qui avait à plusieurs reprises épié les résidentes du complexe à travers les fenêtres. Après avoir parlé à toutes les personnes qui avaient remarqué cette personne, les inspecteurs ont dressé un portrait approximatif. Il a été publié dans les journaux, mais n'a donné aucun résultat. Dans le cadre de la procédure habituelle, les enquêteurs ont contrôlé le petit ami de la victime. Celui-ci a volontairement donné son ADN, qui ne correspondait pas à l'échantillon du tueur. De plus, au moment du meurtre, Walter se trouvait à des centaines de kilomètres de son domicile et ne pouvait physiquement pas s'y trouver. La police s'est ensuite adressée à tous les résidents masculins du complexe, leur demandant de donner volontairement leur ADN. Les experts n'ont trouvé aucune correspondance parmi les 283 échantillons obtenus. À ce stade, ils ne disposaient d'aucune piste sérieuse. Les détectives ont organisé une surveillance du complexe résidentiel, dans l'espoir d'attraper l'homme qui espionnait les résidents. À leur grande surprise, ils y parviennent rapidement. Le 3 juin, la police a remarqué un homme qui s'est approché de plusieurs fenêtres du rez-de-chaussée et a jeté un coup d'œil dans les appartements. S'arrêtant à l'une des fenêtres, cette personne a commencé à se satisfaire, et la police l'a immédiatement arrêté. Ce pervers s'avère être Christopher Lee Campin, qui avait déjà été pris en flagrant délit d'espionnage à plusieurs reprises et avait été condamné pour avoir harcelé une femme 3 ans plus tôt. Les inspecteurs pensaient avoir enfin attrapé le tueur, mais ils ont été déçus. L'ADN de Christopher ne correspond pas à l'échantillon trouvé sur le corps de la victime. Il a été accusé d'espionnage, mais on a cessé de le considérer comme un suspect dans l'affaire du meurtre. Depuis lors, la police a continué à travailler sur l'affaire, mais il n'avait aucune piste substantielle. Un an plus tard, le détective en charge de l'affaire a entendu parler d'un laboratoire en Floride capable de déterminer l'origine ethnique d'une personne à partir de son ADN. Cependant, il avait des doutes sur cette technologie, mais il ne voulait pas manquer une telle opportunité. À titre de test, il a envoyé l'ADN de 4 de ses collègues d'ethnies différentes au laboratoire. Les experts ont réussi leur tâche à 100%, et le détective leur a envoyé l'ADN du meurtrier de Stephanie. Le laboratoire a déterminé que l'ADN appartenait à une personne blanche, mais cette information n'a pas beaucoup aidé la police. En août 2003, le père de la victime a offert une récompense de $100 000 pour toute information qui permettrait de capturer le tueur. Sa mère a écrit une lettre, publiée dans les journaux locaux, suppliant les gens de partager avec la police toute information pouvant aider à identifier le suspect. Tout cela a apporté de nouvelles pistes, mais elles n'ont abouti à rien. En avril 2004, sur la base du témoignage de plusieurs témoins, les enquêteurs ont décidé d'interroger à nouveau tous les résidents du complexe. Ils soupçonnaient que l'homme arrêté pour voyeurisme ne soit pas le seul à se promener autour des bâtiments du complexe et à jeter un coup d'œil aux fenêtres des autres. Connaissant l'identité du premier homme et ayant ses photographies, les enquêteurs voulaient parler à nouveau aux résidents qui avaient vu le voyeur. Malheureusement, aucun d'entre eux n'avait jamais vu son visage. Le plus souvent, cet homme apparaissait la nuit et portait presque toujours une capuche. Cependant, certains témoins ont déclaré l'avoir vu sans capuche, mais ils pouvaient seulement voir qu'il avait les cheveux longs. Les enquêteurs ont interrogé plusieurs dizaines de personnes jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin un homme qui avait vu cette personne juste devant la fenêtre de Stephanie avant son meurtre. Son témoignage était déjà entre les mains de la police, mais cette fois-ci, il se souvenait de quelque chose d'autre. Le témoin prétendait avoir vu cette personne quelques jours après l'incident, en plein jour. Cet homme se promenait avec son chien près de la zone boisée derrière le complexe résidentiel, et le témoin l'a reconnu grâce à sa capuche. Il l'a observé pendant un moment jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière les arbres avec son labrador. Apparemment, le témoin a simplement oublié cet incident ou ne pensait pas qu'il était lié au meurtre. Alors lors de l'interrogatoire initial, la police n'avait pas reçu cette information. Une chose est sûre, les enquêteurs n'ont obtenu cette information que 2 ans après la mort de Stephanie. Maintenant, ils savaient qu'ils devaient chercher un homme avec un labrador. D'après le fait que cette personne promenait son chien dans cette zone, il devait habiter à proximité. Et là, les enquêteurs ont noté un fait intéressant. Derrière la zone boisée où le témoin a vu l'homme, il y avait un autre complexe résidentiel.
Étant donné que le propriétaire du chien se dirigeait dans cette direction, il aurait très bien pu y habiter. La police s'y est rendue et a demandé au personnel s'il y avait un homme avec un labrador parmi les résidents du complexe. Ils leur ont immédiatement donné le nom de Drew Plantan, âgé de 35 ans, ainsi que quelques détails intéressants supplémentaires. Tous les employés du complexe le considéraient comme quelque peu étrange. Il ne parlait presque à personne, ne regardait jamais les gens dans les yeux et était généralement très peu sociable. L'homme était très maigre, avec les cheveux longs, et portait toujours des vêtements amples. Beaucoup pensaient qu'il essayait d'attirer le moins d'attention possible. Dans son cas, cependant, cela a fonctionné tout le contraire. La police a décidé d'en savoir plus sur cette personne et a parlé à une résidente âgée qui, selon le personnel, surveillait tout ce qui se passait dans le complexe. Et là, ils ont été confrontés à un retournement de situation très inattendu. Quand ils lui ont dit qu'ils enquêtaient sur le meurtre de Stephanie Bennett, la femme a répondu « Vous n'avez toujours pas arrêté quelqu'un. Tout le monde sait que c'est ce gars avec le gros chien. » Les enquêteurs étaient, pour le moins, choqués. Il leur avait fallu 2 ans pour arriver à cette personne, et les résidents de son complexe soupçonnaient initialement cet homme, mais aucun d'entre eux n'a jugé nécessaire de partager leurs soupçons avec la police. Il s'est avéré que Drew avait déménagé de ce complexe et s'était installé de l'autre côté de la ville. Les enquêteurs ont décidé de lui parler et se sont rendus à son appartement, mais personne n'a répondu à leur coup sur la porte. Ils sont revenus à plusieurs reprises à différents moments de la journée et n'ont jamais reçu de réponse. Soit l'homme n'était jamais chez lui, soit il refusait intentionnellement de leur ouvrir la porte. Pendant qu'ils cherchaient à localiser Drew, la police a interrogé ses anciens voisins à son ancien lieu de résidence. Ils ont réussi à trouver plusieurs témoins qui ont partagé des faits troublants. Une femme vivant à l'étage au-dessus avait vu Drew en compagnie d'un jeune garçon quelques jours après le meurtre de Stephanie. Il marchait dans la rue et parlait de quelque chose. Selon le témoin, Drew a demandé au garçon de cesser de contacter la police et de ne rien leur dire. Les enquêteurs ont immédiatement conclu que le jeune homme en question était le même adolescent qui avait volé des sous-vêtements dans l'appartement de la victime. Plusieurs femmes avaient signalé avoir vraiment peur de Drew, l'ayant repéré lors de leurs courses ou de leurs promenades dans des zones isolées. L'homme les observait de près ou les suivait même. Les enquêteurs, incapables de parler à Drew, ont trouvé son lieu de travail et s'y sont rendus. Il était chimiste dans un laboratoire de production d'engrais, et les enquêteurs ont réussi à le retrouver sur son lieu de travail. Il a immédiatement déclaré n'avoir jamais entendu parler du meurtre de Stephanie Bennett, ce qui était étrange étant donné qu'il habitait à seulement 1 kilomètre de son complexe à l'époque. L'homme n'avait clairement aucune envie de parler à la police et leur a dit qu'il était très occupé pour le moment. Drew a dit aux enquêteurs qu'ils pouvaient venir chez lui à un moment convenu, et qu'il répondrait à toutes leurs questions. Les enquêteurs l'ont rencontré à son appartement, et l'homme leur a finalement ouvert la porte. Au cours de la conversation, il a affirmé qu'il n'avait jamais promené son chien près du complexe de Stephanie. Cependant, étant donné que la police avait de nombreux témoins qu'il avait vus à plusieurs reprises dans cette zone, les enquêteurs ont immédiatement compris qu'il mentait. L'homme prétendait également ne pas porter de lunettes, même si son permis de conduire indiquait qu'il était tenu de les porter pendant la conduite, et plusieurs témoins avaient signalé que l'homme qui épiait les fenêtres des autres appartements portait des lunettes. Comme prévu, Drew a refusé de fournir volontairement un échantillon d'ADN. Les enquêteurs ont alors décidé de le surveiller, espérant obtenir un échantillon d'une autre manière. Cependant, cela s'est avéré être une tâche très difficile car l'homme ne laissait derrière lui aucun objet pouvant être envoyé au laboratoire. Par exemple, pendant les pauses déjeuner, il quittait son travail, s'asseyait dans sa voiture et fixait un point sans rien manger. Les enquêteurs ne pouvaient donc obtenir aucun objet contenant son ADN. Lorsqu'ils ont remarqué que Drew jetait une bouteille d'eau vide dans une poubelle, les détectives l'ont prise et l'ont envoyée au laboratoire, mais les experts n'ont pas pu en extraire un échantillon d'ADN. Selon une version, Drew a pris la bouteille de quelqu'un d'autre et l'a jetée délibérément dans la rue, sachant qu'il était surveillé. Après cela, la police a décidé de récupérer ses déchets, mais là aussi, ils ont échoué. Pendant plusieurs jours, ils ne l'ont jamais vu les sortir. Fait intéressant, les voisins de l'homme ne se souvenaient pas non plus l'avoir jamais vu avec un sac à ordures. Ensuite, les enquêteurs ont demandé l'aide du patron de Drew. La femme a accepté de les aider à obtenir tout objet de son lieu de travail qui pourrait contenir l'ADN de Drew. Elle l'a observé pendant plusieurs jours, mais n'a pu mettre la main sur aucun objet. Drew mangeait rarement au travail, ne jetait jamais rien, et elle n'a pas pu trouver un seul cheveu sur son bureau, ce qui semblait étrange étant donné que l'homme avait des cheveux assez longs. Les enquêteurs étaient déjà convaincus que Drew dissimulait intentionnellement toutes les traces pour les empêcher d'obtenir son ADN. Un jour, le patron l'a vu attacher ses cheveux avec un élastique, puis se pencher pour ramasser tous les cheveux qui tombaient pendant le processus.
Après cela, la femme a décidé de l'inviter à faire une pause déjeuner dans un café pour discuter prétendument de quelques questions de travail, mais même là, l'homme était extrêmement prudent. Il mangeait principalement avec ses mains, mettait toutes les serviettes usagées dans sa poche, et prenait même la paille et la tasse avec sa boisson. Pour le dessert, ils ont commandé un pudding à la banane, et Drew a finalement utilisé une fourchette, mais l'a ensuite essuyé avec une serviette humide pendant 15 minutes, éliminant ainsi toute possibilité d'obtenir un échantillon d'ADN de l'ustensile. Malgré cela, les enquêteurs ont quand même pris la fourchette et l'ont envoyée au laboratoire. Les experts ont réussi à trouver de petites traces d'ADN, qui correspondaient partiellement à l'ADN du meurtrier de Stephanie. Cependant, le résultat était trop imprécis, car il fallait plus de matériel biologique pour une comparaison complète. Finalement, les détectives ont obtenu un mandat de perquisition pour fouiller le lieu de travail de Drew. Ils espéraient trouver un objet contenant son ADN. Les enquêteurs craignaient que l'homme puisse s'échapper s'ils découvraient la perquisition, ils ont donc décidé de la mener le soir. Parmi les affaires du suspect, ils ont trouvé des gants qu'il devait porter lorsqu'il travaillait avec des produits chimiques. Les détectives ont compris que son ADN pourrait s'y trouver, ils les ont donc pris et en ont laissé une autre paire à leur place. Ils craignaient toujours que Drew puisse tenter de s'enfuir, ils l'ont donc placé sous surveillance pendant plusieurs jours jusqu'à ce que le laboratoire confirme que les gants contenaient bel et bien son ADN. Le 18 octobre 2005, la police a discrètement encerclé le laboratoire où travaillait l'homme et l'a attendu pour qu'il sorte. Les enquêteurs craignaient que s'ils tentaient de l'arrêter à l'intérieur du bâtiment, il puisse prendre l'un de ses collègues en otage ou les attaquer. Leur crainte n'était pas infondée, lorsque l'homme est sorti du bâtiment, il a été immédiatement appréhendé. On a découvert qu'il avait un pistolet chargé sur lui et qu'il savait apparemment que la police était sur le point de le capturer, et il n'avait aucune intention de se rendre facilement. Pendant un interrogatoire de 6 heures, l'homme, Drew, est resté silencieux et a refusé de manger, de boire et a à peine bougé. Finalement, les détectives ont dû le mettre dans un fauteuil roulant pour le déplacer. Après avoir obtenu un mandat de perquisition pour son appartement, les enquêteurs ont trouvé un panier à linge volé chez Stephanie. De plus, ils ont découvert 9 pistolets, 2 fusils, 40 couteaux, une épée et un machette parmi ses affaires. Parmi ces affaires, les détectives ont également trouvé un ensemble de passe-partout et des menottes. Ils ont trouvé un carnet avec des dizaines de noms de femmes et les ont immédiatement localisés pour s'assurer qu'elles étaient en sécurité. L'une des femmes était la même résidente de son immeuble qui s'était plainte de Drew pendant l'enquête. Elle a déclaré qu'il l'observait dans la rue et qu'elle se sentait mal à l'aise sous son regard. Ces inquiétudes ont été confirmées lorsque la police a trouvé sa lingerie et des tampons chez Drew, ainsi qu'une copie de sa vidéo de remise de diplôme de fin d'études secondaires. Il s'est avéré que Drew s'était introduit chez elle, avait pris la vidéo, en avait fait une copie et avait rendu l'original. Pendant tout ce temps, il avait gardé ses objets même après avoir déménagé. Dans son appartement, ils ont également trouvé un chèque au nom d'une femme tuée en 1999. Les enquêteurs ont appris qu'à l'époque, Drew habitait dans sa ville et, de plus, la femme avait été abattue avec une arme de calibre assez rare. Or, une arme de ce type a été trouvée dans la collection de l'homme lors de la perquisition. Ainsi, Drew est devenu un suspect dans cette affaire, mais il devait d'abord être jugé pour le meurtre de Stephanie. Un mois après son arrestation, l'accusation a officiellement annoncé qu'elle demanderait la peine de mort. Le procès devait commencer l'année suivante, et Drew a passé ce temps en isolement cellulaire, mais le procès n'a jamais eu lieu. Le 1er janvier 2006, un homme a été retrouvé mort dans la même cellule malgré toutes les précautions prises, il a réussi à mettre fin à sa vie. Les enquêteurs n'avaient aucun doute que Drew avait tué Stephanie Bennett, mais après une perquisition de sa maison, la question inévitable s'est posée, combien d'autres victimes cette personne aurait-elle pu avoir ? À tout le moins, il était très probable qu'il soit responsable du meurtre de la femme en 1999. Mais les détectives étaient pratiquement certains que Drew aurait pu être impliqué dans d'autres crimes. Après avoir étudié attentivement sa biographie, la police a découvert plusieurs faits intéressants. Drew a grandi dans une famille complète avec 3 frères. Leur père humiliait et frappait constamment les enfants jusqu'à ce que la mère s'enfuit avec eux dans un autre état. En conséquence, Drew est devenu un adolescent très renfermé, et cela n'a fait qu'empirer par la suite. Malgré cela, il a reçu une bonne éducation et a obtenu un poste décent en tant que chimiste. Ses collègues disaient qu'il était très intelligent, mais ses compétences sociales étaient pratiquement inexistantes. Il n'avait pas d'amis, il ne parlait à personne au travail et essayait toujours de rester le plus éloigné possible de l'équipe. Fait intéressant, le propre frère de Drew avait également un casier judiciaire. Il espionnait les femmes avec une caméra cachée et a reçu une peine avec sursis. En 2008, la mère de Drew a intenté un procès contre le gouvernement de l'État,
accusant les autorités d'avoir causé la mort de son fils. Cependant, le juge a conclu que le personnel pénitentiaire avait pris toutes les précautions prescrites et ne pouvait pas empêcher l'homme de passer à l'acte. Le père de Stephanie Bennett a essayé de poursuivre la direction du complexe résidentiel pour avoir ignoré les signalements des résidents concernant un voyeur et ne pas avoir accordé suffisamment d'attention à la sécurité des résidents sur les lieux. À son avis, il n'y avait pas assez d'éclairage autour des bâtiments la nuit, et n'importe qui pouvait s'y promener sans être remarqué. Il a également appris que la fenêtre de l'appartement de sa fille avait été brisée, mais la direction du complexe ne s'est pas précipitée pour résoudre ce problème, même si c'était de sa responsabilité directe. Mais à la fin, l'homme lui-même a rejeté ces accusations, sans commenter sa décision. Ainsi, cette affaire complexe et confuse a finalement été résolue. La police se demande encore aujourd'hui combien d'autres victimes Drew aurait-il pu avoir ? Les informations disponibles indiquent que l'homme était enclin à commettre des crimes en série, mais après sa mort, il est devenu pratiquement impossible de connaître la vérité. Partagez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée.